rights and prevent infringement. On this point, the appellant highlights the dichotomous nature of the appellant's belief in this case, of the practice in this case. She can only remove her niqab in the presence of men she can marry. Men she cannot marry. With this in mind, we then move to the final step, which is the balancing analysis. This requires an examination of the salutary and deleterious effects of a removal order. And in this analysis, two legal principles must be emphasized above all others. First, that when dealing with competing charter rights, it is critically important to emphasize a case-specific factual context. And secondly, that a hierarchy of charter rights must be avoided. With regards to why it is so important to avoid a hierarchy of charter rights, there are two principal reasons. First, within the charter itself, there is nothing that indicates that one charter right is inherently superior to another, and the case law supports this. Secondly, on a practical level. Except perhaps Section 28. In what way, Justice? Well, take a look at Section 28. I'm afraid I do not have the Charter of Rights and Freedoms, but I would highlight specifically in McKay and Manitoba, and specifically in Mills, that all rights are equal. We said at paragraph 61 that all charter rights are equal. And then in Dagenet, paragraph 40, that a hierarchy of rights must be avoided. And returning to the value of this approach, why this is so important. Practically, if a hierarchy of rights was created, we face the possibility that a minor violation of one right might immediately trump a major violation of another right. In the case of Barr, this is relevant. We are talking about facial cues versus the severe deleterious effects, both on the individual, in this case, the appellant, and the potential deleterious effects on society as a whole with regards to those two vulnerable groups. Well, you may look at it that way, but you could also look at it from the point of view of what is at stake. And at stake is the removal of the niqab and the effect that may have on the witness's honor for a few hours. And on the other side of the equation, you have the liberty interests of the accused that is at stake for many years, potentially. And yes, doesn't Justice. that weigh in the balance? Yes, Justice. The key question is assessing these rights. But I would flesh out the first impact on rights that the Justice referenced. What will be the impact on the appellant? The appellant submits that it is more than an impact on the honor of the appellant for a few hours. This is a sincerely held religious belief that my colleague referenced, that she cannot remove her niqab in the presence of men she can marry. Except when she drives a car. And the Justice's question takes us directly to what the impact on the appellant will be. And perhaps I will start there and then move into the impact on sexual assault complainants and Muslim female victims of violence next. So to address specifically the preliminary judge inquiry's finding that regarding voting, citizenship, and driving, there is evidence that the appellant has removed her niqab. The first question to raise when considering this in the context of balancing is we don't know the exact circumstances in which she removed her niqab. But excuse me if I've got this wrong, but my understanding was that in her own testimony, what she said was that removing it, if she were to remove it in the courtroom, would make her uncomfortable. That was one element of her testimony. And again, I refer to the more detailed submissions of my colleague that examined why this was a sincerely held religious practice. The comfort part speaks to, it is an element of her religion to her specifically. The comfort speaks to that point, and that is why it is so important. And the next question to ask, to move beyond the circumstances that she did remove the niqab in these driving, voting, and citizenship, is we must distinguish this case and what is at stake in this case for the appellant from those examples. Principally, that the accused are from her own community. And returning to the testimony that the judge referenced earlier, the appellant specifically noted in the Ontario Court of Appeal judgment her concern about being revealed to
perhaps within this balancing analysis, this is an important element. What is the impact, specifically with regards to who will see her? And in that regard, the fact that these are When you members make a of... distinction between who will see her on the one hand and her being identified by name. Yes, Justice. So at issue in the first three examples, in the citizenship and voting example, are her being identified by name. But in this case, it's who will see her. Is that what the Justice was asking? We don't answer questions. Sorry, Justice. Would you please clarify that question? That's another question. No, my point is that is your concern about her being seen, I'm talking about in a courtroom context, being seen in terms of the impact on her in her community, as opposed to simply being identified without reference to being seen? Yes, Justice, it's being seen. That is the key issue here, being seen specifically. And in addition to that, another important But consideration. can't that be accommodated to limit the possibility of her being seen to those who are effectively involved in the conduct of the trial, as opposed to anyone in the public gallery? It is possible that an accommodation that does not violate her rights and that does not violate the accused Section 711D rights is possible. But for that to happen, we would require a judge to be a woman. We would require all counsel involved to be women. We would require all court staff to be women. Not if her concern is to be seen by members of her community. It wouldn't have to be a woman. It could be a man. And again, I return to answer the Justice's question to the distinction in this case. The first principal concern, as my colleague referenced, is that she cannot be seen by men that she can marry. That's the first principal concern. But within the balancing analysis, when we are facing the prospect of one individual losing their charter right, that is perhaps to assist in this balancing analysis when we would ask a question: what is the impact of a community member seeing her as opposed to generally? That's something that will help. Okay. What do you think the impact will be on 12 members of a jury who can't see the Crown's only witness? And that is the other side of the balancing analysis. And again, I defer to my colleagues' submissions, which detailed why this is a minimal infringement at most. However, returning to the deleterious effects specifically, and again, to return to the Justice's question, victimization, further victimization, re-victimization is another concern that the court must be aware of. Specifically, I would direct the court to Justice Laura Dubé's quote in The Crown and LDO. She explicitly warned that if the defendant's rights must not be infringed, neither must the complainant be further victimized. And in the specific context of the appellant, that's another concern that must weigh heavily in the balance. I will now return to the more general impact that a removal order might have on sexual assault complainants and on Muslim female victims of violence. Specifically with regards to this first point, recent jurisprudential and legislative direction has encouraged sexual assault reporting and better treatment of sexual assault complainants. The courts are aware of the major issues facing sexual assault complainants and have recognized an interest to help, a vital interest to help. In The Crown and Oslin, Justice Laura Dubé said that the net result of the treatment of sexual assault complainants by the justice system is that sexual assaults are and continue to be underreported and underprosecuted. Then in LLA and AB, the court expressly said that the legal system has a direct and vital interest in promoting the reporting of sexual assaults. Parliament has also acted to remove barriers to sexual assault underreporting. Specifically, Section 276 was created to eradicate the so-called twin myths associated with sexual assault. That a promiscuous woman is more likely to have consented to the alleged assault, and that she is less credible as a witness by virtue of her promiscuity. Practically, this legislative and jurisprudential direction is important because a removal order will send a message to future potential niqab-wearing sexual assault complainants that there is a new barrier. If they already overcome
the existing barriers, the existing underreported issues, they might still face an additional barrier that they cannot overcome. Turning to the impact that an order might have on Muslim female victims of violence, the key point to emphasize is that many Muslim women are dependent on their communities. And if she does testify, if she is forced to testify, it can lead to... How do we know that? I would direct the court specifically to the Canadian Council of Muslim Women has warned of the danger that Muslim women, if they speak out against violence, the impact this might have on their status in the community. Was that part of the record? No, Justice. And this, it is not evidence that has been tendered at the preliminary inquiry judge. However, it is a concern, and it is supported by this recognized group that has an expertise in this area that could perhaps inform the justice's decision on this policy concern. And that's the use that the justices But might find. should we be looking at something that wasn't part of the record below? As evidence, no. This cannot be looked at as evidence, strictly as evidence. However, when considering these broad constitutional issues, studies such as this and reports such as this can help inform. But it's opinion evidence. At the end of the day, it's opinion evidence. It's published based on surveys conducted by the Canadian Council of Muslim Women. And again, to conclude on this point, with the above challenges that I've referenced, it's possible that a Muslim woman is able to report, to file charges, to go to trial without removing her niqab. It's possible she'll still be accepted in her community. However, by ordering a niqab removal, she faces a potential final straw. She may be unable to testify without her niqab, and she may be turned away from the justice system. I will now conclude in 2 minutes, if it pleases the court. That's about right. We are not asking that you ignore the fair trial interests of the accused. Consider my co-counsel's submissions that the accused's fair trial rights are not infringed if a witness wears a niqab. Principally, that cross-examination and credibility assessment are still possible. That facial demeanor evidence reliability has been judicially questioned, and there are other useful tools to assess demeanor. However, if you do not accept that the accused's fair trial rights escape infringement completely, then consider the following in your balancing analysis. NS is a Muslim, niqab-wearing, female sexual assault complainant. Consider that as a female victim of sexual assault, she is a member of a vulnerable group to which Canadian courts have asserted they have a vital interest to help. When these concerns are weighed against what is fundamentally a minimal infringement of demeanor evidence, erecting a new barrier for niqab-wearing Muslim sexual assault complainants cannot be the right result. Accordingly, the appellant asks for an order remitting the matter back to the preliminary inquiry judge for continuation with a direction to allow the appellant to wear her niqab for all proceedings. Barring any questions, these are the appellant's submissions. Thank you very much. Alors, Maître Lafortune. Madame la juge, messieurs les juges, bonjour. Maître Valérie Lafortune et Oui, oui. représentante pour l'intimé MDS. Alors, l'intimé vous soumet que la Cour suprême n'a pas erré dans son adoption du test des arrêts d'Agenais et Mentouk. Et d'ailleurs, ce test n'a pas été remis en question par la plainte. On pourrait être tenté de suivre le raisonnement du juge Lebel, mais en droit canadien, il est indéfendable, cet argument est indéfendable puisque il y a des exemples qui démontrent que, dans certains cas,
on pourrait venir brimer inutilement le droit à la liberté de religion, dans des cas où il ne serait pas nécessaire de le faire. Par exemple, lorsque le témoignage n'est pas contesté par l'accusé, ou dans le cas où il s'agit d'un témoin accessoire à la cause, tel qu'un employé de la banque qui serait présent en salle de cours pour prouver, par exemple, un compte bancaire. On s'en tient donc au test des arrêts d'Agenais et Mentouc. Cela étant dit, pour ma part, l'argumentaire que je vais faire va, premièrement, je vais vous soulever le fait que le port du niqab empêche l'accusé de pouvoir soulever un doute raisonnable. Puis j'enchaînerai en vous démontrant en quoi la présomption de common law est toujours enracinée dans notre système de justice pénale. Ma collègue Maître Autier poursuivra en vous démontrant en quoi le niqab empêche un contre-interrogatoire efficace et une appréciation de la crédibilité dans un procès. Puis elle terminera en vous soumettant des accommodements raisonnables qui, selon l'intimé, pourraient être possibles pour venir diminuer l'atteinte d'un droit à la liberté, du droit à la liberté de religion. Pardon. En fin d'analyse, est-ce que vous recherchez le rejet de l'appel et que nous affirmions la décision de la majorité de la Cour suprême, ou est-ce que vous cherchez une mesure de redressement qui est autre que celle favorisée par la majorité de la Cour suprême? Nous recherchons la conclusion de la majorité de la Cour suprême, monsieur les juges. Donc, pour le premier point de ma plaidoirie, à savoir que le port du niqab empêche les accusés de pouvoir soulever un doute raisonnable, je tiens à vous rappeler d'abord que la présomption d'innocence est enchâssée dans la Charte pour protéger les accusés. Tout accusé a le droit de pouvoir soulever un doute raisonnable. D'ailleurs, le port du niqab sert de paravent aux expressions faciales du témoin. Il y a donc plusieurs éléments du visage, du faciès, qui ne pourront être observés par le juge des faits dû au fait du port du niqab. Par exemple, un sourire, une grimace, un froncement de sourcils ou des tics qui peuvent traduire une nervosité, des signes de gêne, par exemple une rougeur ou une transpiration. Le fait qu'un témoin peut venir faire un commencement de réponse et se rétracter par la suite. Ce sont tous des éléments qu'on ne peut observer lorsque le témoin conserve son niqab. Et selon l'arrêt Lifkus, rendu par la Cour suprême en 1990 par le juge Corey, il décrit que pour le jury, il peut parfois avoir quelque chose dans l'attitude du témoin qui amènera un jury à conclure que le témoin n'est pas crédible. Et dans plusieurs des cas, il est très difficile, voire impossible, de venir mettre le mot précis, de venir mettre l'expression exacte de qu'est-ce qui a fait en sorte que le témoin est crédible ou n'est pas crédible. Donc, le niqab vient brimer le droit de ces accusés à une présomption d'innocence en leur retirant une possibilité de soulever un doute raisonnable par rapport à l'appréciation de la crédibilité en passant par le comportement du témoin. Okay. Mais regardez, vous préconisez une règle qui est souple plutôt qu'une règle rigide. Mais est-ce que dans le cas d'un procès dont la nature est très dynamique, à quel moment est-ce que le juge peut être en mesure de déterminer ce genre de questions-là, de savoir si ça va affecter le droit de l'accusé, si la preuve est pertinente ou assez importante pour permettre ou pour obliger la témoin à enlever le niqab, à se dévoiler. À quel moment du procès peut-on déterminer ça? De la procédure peut-on déterminer ça? Ça pourrait être à tout moment, dès que les accusés s'opposent au fait que le témoin porte son niqab. Oui, mais le juge ou la juge ne sait pas quelle va être la nature du témoignage donné par le témoin et ne sait pas non plus quelle preuve corroborante il pourrait y avoir de la part de la couronne, ne sait pas non plus même si la partie défendresse, si les accusés
conteste le témoignage. Le juge ne le sait pas à ce moment-là. Tout à fait, Monsieur le juge. Par contre, je vous rappelle qu'on est ici dans un cas où la crédibilité, elle est cruciale en l'espèce et où le témoignage est central dans la preuve du Oui, ministère dans cette public. cause-ci, mais dans une cause quelconque, ça pourrait être différent, n'est-ce pas? Ça Parce que pourrait- l'importance de son témoignage peut devenir évident plus loin dans le Plus procès. loin. Alors, c'est dans Et ce donc, cas... ce sera déjà trop tard. Elle aura témoigné. Effectivement, par contre, dans un cas où on réaliserait qu'il y a eu ce problème qui s'est posé à la Cour, le juge peut toujours intervenir à tout moment dès que les accusés ou, par exemple, le jury réalise qu'il n'a pas eu l'ensemble des éléments pour pouvoir évaluer la crédibilité du témoin. Donc, il reste quand même la valeur probante, le pouvoir discrétionnaire, au juge des faits, au juge du procès, de pouvoir... Mais ça soulève un autre problème, c'est qu'ici, il y a un juge à l'enquête préliminaire qui va ordonner, selon vous, qu'elle enlève le voile. Rendu au procès, ben, là maintenant, 8 ans plus tard, nous voici en cours de dernière instance, parce qu'il y a eu une révision judiciaire, il y a eu un appel, il y a eu un autre appel, il y a eu un autre appel à cette cour. Maintenant, on va retourner en première instance à l'enquête préliminaire. Disons que vos clients vont être cités au procès. Ils reviennent au procès, ils font la même demande, on présente de nouvelles preuves devant le juge du procès, révision judiciaire, appel, un autre appel possible. À ce moment-là, je veux dire, finalement, vous allez obtenir un arrêté des procédures parce qu'il n'y a pas eu respect du procès dans un délai raisonnable. Est-ce que ce n'est pas partie de l'ensemble des choses qui favorisent une règle rigide? Au contraire, Monsieur le juge, puisqu'il s'agit de deux droits constitutionnels qui sont présentement en conflit. Donc, il est important, puisqu'il n'y a aucun droit qui est absolu, et que le test, au contraire, et même les pratiques, la pratique des tribunaux canadiens nous démontre qu'on ne peut pas, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de hiérarchie dans les droits de la Charte canadienne, et qu'au contraire, les tribunaux doivent faire preuve de prudence dans ce cas, et le test doit s'appliquer pour être certain qu'aucun droit ne vienne céder la place à un autre droit inutilement. Mais il y a quand même, certainement, vous considérez qu'il y a des facteurs pratiques que la Cour doit considérer si, dans tous les cas où il y a une demande comme celle-là et c'est une analyse cas par cas, ça va créer des requêtes en révision et des appels dans presque toutes les situations, n'est-ce pas? Mais je rappelle quand même à cette Cour que le cas du NICAD, c'est quand même un cas qui est précis, qui est un cas d'espèce. Il n'y a quand même pas beaucoup de NICAD, de personnes qui portent le NICAD présentement au Canada. Donc, ce ne sont pas des cas qui vont se présenter si souvent à la Cour. C'est un bon point. D'ailleurs, pour revenir au fait, le droit à un procès équitable de l'accusé inclut le droit à une défense pleine et entière, et c'est un pilier du système de justice pénale qui penche inévitablement vers le fait qu'on doit s'assurer qu'un innocent ne soit pas déclaré coupable. Il y a des conséquences énormes pour l'accusé qui peuvent pencher très lourd dans la balance. Par exemple, ce sont des conséquences tant personnelles que sociétales. Par exemple, je vous rappelle que l'accusé a un risque ici d'avoir une privation de sa liberté et c'est un élément, une conséquence qui doit pencher très lourd dans la balance. Il y a également les stigmates d'agresseurs sexuels d'enfants qui peuvent venir également s'ajouter à ces conséquences. Il va pouvoir, dans ce contexte, avoir des difficultés dans ses relations interpersonnelles, des difficultés à trouver un emploi qu'il désire, par exemple travailler dans des écoles, travailler dans des milieux où il y a des enfants. Nous avons tous, d'ailleurs, dans l'arrêt Oaks, des lourdes conséquences sociétales et personnelles qui doivent être prises en considération. D'ailleurs, dans l'arrêt Choc rendu par la Cour suprême en 1990, ils ont soumis l'axiome qu'il vaut mieux laisser un coupable échapper à la justice que de condamner un innocent. Le paragraphe 44 de la Cour suprême des juges majoritaires soumet que lorsque la liberté de l'accusé est en jeu, que la déposition du témoin est cruciale pour la poursuite
et que la crédibilité est centrale, un risque d'erreur judiciaire doit peser lourd dans la balance et favoriser l'enlèvement du niqab. Notre système est effrayé qu'il y ait un risque d'erreur judiciaire. On ne tolère pas qu'un innocent soit déclaré coupable et un risque, Madame la juge, Messieurs les juges, c'est un risque de trop. La préservation de la considération dont jouit l'administration de la justice est primordiale pour que les personnes qui sont accusées en vertu de notre système de justice pénale puissent se défendre convenablement et pour éviter qu'une personne soit déclarée coupable à tort. Les intérêts sociaux favorisent un verdict précis et fiable dans le but de respecter le droit à la dignité de tous les participants au procès criminel. Donc, permettre à un témoin de témoigner voilé pourra mener à la perte de confiance du public dans l'administration de la justice. J'en viens maintenant à mon deuxième point de la plaidoirie, à savoir que la présomption de common law sur l'importance de voir le visage est toujours enracinée profondément dans notre système de justice pénale. D'ailleurs, les appelants n'en font pas mention et n'ont donc pas réussi à renverser le fardeau, renverser cette présomption de common law, puisqu'ils n'ont pas rempli le fardeau, à savoir si elle est erronée ou si elle se fonde sur des préjugés sans fondement. D'ailleurs, la Cour suprême mentionne qu'il y a un lien ancien et persistant établi en droit entre le fait de voir le témoin et l'équité du procès. Même la juge dissidente dans l'affaire, la juge Abella, prétend qu'il est préférable de voir plus que moins les expressions faciales du témoin. Cette présomption de common law peut se voir à travers le code criminel et à travers l'expérience judiciaire. D'ailleurs, les procédures de facilitation du témoignage, par exemple dans le cas d'un écran ou par exemple de télécircuit fermé, qu'on peut voir aux articles 486.21 du Code criminel, nous démontrent que malgré le fait qu'on vient faciliter les témoignages, on doit toujours voir le visage du témoin. Par exemple... Vos collègues semblent penser que ce n'est pas suffisant. Effectivement, mais c'est quand même une preuve qui est là. Les appelants n'ont pas soumis de preuves empiriques qui viennent démontrer que l'importance du visage ne doit plus s'appliquer et que cette présomption doit être renversée. D'ailleurs, l'article 714.1 et .2 sur le fait du témoignage à distance des témoins rappelle au Code criminel qu'il s'agit que le témoignage doit être fait sur le vif et on doit voir et entendre le témoin. Donc, le fait de voir le témoin reste primordial dans cet article. Par exemple, également, l'article 714.3 qui permet le témoignage par voix seule a quand même un critère sur lequel les juges doivent se fier avant de pouvoir admettre un témoignage de ce type. D'ailleurs, ça dit à cet article que le risque d'effet préjudiciable à une partie en raison de l'impossibilité de voir le témoin fait en sorte qu'on ne peut admettre un témoignage par voix seule. Ça a été d'ailleurs le cas dans l'arrêt R contre Fleury, où le juge a refusé un témoignage à distance, par voix seule, puisque le témoin était tellement crucial à l'affaire. Il s'agissait quand même d'un policier dans un cas d'alcool au volant. Donc, ce sont tous le dénominateur commun de tous ces exemples, de tous ces articles du Code criminel, est à l'effet qu'on voit le visage du témoin. Finalement, ça se démontre par l'expérience judiciaire, à travers la déférence que les juges d'appel confèrent aux juges de première instance. Les juges d'appel n'ont que les notes sténographiques, et c'est pourquoi il est préférable que le juge du procès, qui est présent en salle de cour, qui entend et qui voit le témoin et l'ensemble de la preuve, est le mieux à placer pour pouvoir apprécier la crédibilité et pour pouvoir donner un verdict juste et toujours pour l'équité du procès. Donc, ce sont toutes ces considérations qui viennent faire en sorte que le port du niqab ne devrait pas être conservé lors du témoignage de la plante. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, messieurs les juges, madame la juge, je laisserai la place à ma collègue, maître Annie-Claude Autier. Très bien, merci. Merci.
Donc, bonsoir Madame la juge, bonsoir Messieurs les juges, Maître Annie-Claude Autier, procureur pour l'intimé. Donc, les considérations que ma collègue a posées, donc le risque d'erreur judiciaire qui pesait lourd dans la balance en faveur de l'enlèvement du niqab, je poursuivrai sur cette même lignée en vous démontrant que le contre-interrogatoire en l'espèce est brimé, puisque en fait le défaut de pouvoir apprécier les expressions faciales empêche un contre-interrogatoire qui est essentiel à la défense pleine et entière et un contre-interrogatoire qui est efficace. Donc, afin de bien définir le contexte, j'aimerais vous rappeler que l'intimé est un individu qui est présumé innocent, qui se trouve confronté à la situation difficile de se défendre contre des accusations d'agression sexuelle qui ont eu lieu, qui ont présumé été commises il y a de cela 30 ans. Donc, il n'y a aucune preuve matérielle qui viendrait corroborer les faits que la plante amènerait en cours. NS est un témoin essentiel au ministère public. Son témoignage est central. Donc, l'efficacité du contre-interrogatoire et l'appréciation de la crédibilité sont très importants puisqu'on va probablement faire face à des versions contradictoires, comme dans la plupart des cas d'agression sexuelle. Larry Shearing démontre bien, dans les cas de versions contradictoires, à quel point c'est important d'avoir un contre-interrogatoire qui est efficace. En effet, dans cette cause, si les plaignantes mentaient au sujet de ce qui s'était passé dans l'intimité avec l'intimé, le juge mentionne que l'outil le plus efficace dont l'accusé disposait dans cette affaire pour faire ressortir la vérité, c'était un contre-interrogatoire qui était complet et qui était incisif. De plus, dans l'arrêt Ozoline, en 1993, le juge Corey spécifie que le contre-interrogatoire revêt un caractère encore plus important comme moyen de permettre à l'accusé de se présenter une défense pleine et entière lorsque la crédibilité est le point litigieux et central du procès, ce qui est le cas en l'espèce. Donc, le contre-interrogatoire est l'essence même du processus contradictoire de notre justice pénale. Dans un cas comme en l'espèce où le témoin est crucial, l'intimé est d'avis qu'on ne devrait pas limiter le droit de l'accusé de procéder à un contre-interrogatoire qui est complet, qui est efficace et qui est le plus libre d'entrave possible. De plus, le contre-interrogatoire est non seulement utile, mais il est essentiel, indispensable à l'avocat de la défense. Donc, en fait, ce sont les réponses conjuguées aux expressions faciales et au comportement qui vont faire en sorte de diriger le contre-interrogatoire pour celui qui interroge. Les réponses fournies vont pouvoir amener l'avocat de la défense sur des pistes qui, par exemple, lorsqu'il a posé une question à la plaignante ou au témoin qui était imprécise, qui était qui ont affecté le témoin. Donc, ces réponses vont pouvoir diriger le contre-interrogatoire. Vous le savez tous, messieurs les juges, madame la juge, que le contre-interrogatoire est un processus qui est instinctif. Donc, c'est une réaction quasi instantanée aux réponses qu'on reçoit des témoins, des plaignantes. Donc, le droit de procéder à ce contre-interrogatoire ne doit pas être brimé lorsque le témoignage de la personne en face de nous est central pour sa crédibilité. Donc, à l'instar de la Cour d'appel, il ne faut surtout pas oublier que le reste de la vie de l'accusé dépendra de la capacité de son avocat de démontrer si la plainte était fiable ou il était crédible. Donc, c'est important à rappeler. Le niqab nuit le travail de l'avocat de la défense qui ne pourra pas analyser convenablement sa crédibilité qui, je le rappelle, est centrale au présent litige. Mais vous semblez être très absolu, alors pourquoi pas se rallier avec la décision du juge Lebel? Monsieur le juge, ma collègue vous en a fait mention un petit peu plus tôt. Nous prônons l'approche majoritaire. L'approche du juge Lebel est très peu défendable du fait que nous sommes en deux droits contradictoires. Donc, on a la liberté de religion d'un côté, on a le droit au procès équitable de l'autre. Donc, ce que j'aimerais vous rappeler, par contre, c'est que lorsqu'on fait le test avec les faits de la présente cause, donc avec le fait qu'il y a un seul témoin, que son témoignage est crucial et que c'est le témoin central de la poursuite, il y a une considération dans le test qui prévoit que si ces critères sont remplis, malheureusement, le droit de la plante à la liberté de religion devra céder le pas à l'équité du procès pour préserver cette équité du procès. Mais pourquoi renvoyer l'affaire pour détermination par le juge de l'enquête préliminaire simplement
pas le renvoyer avec la directive qu'il tranche ou qui permette le contrat interrogatoire dévoilé? Bien, en fait, on renvoie le tout au juge de l'enquête préliminaire avec ces considérations-là qui ont été prises en compte par la Cour suprême, du simple fait pour réévaluer sa